Ce vendredi 11 octobre, nous aurons le plaisir de retrouver Mathieu Burbeau dans le cadre d'une session d'échange et de formation organisée via La Structure et Vidéo Bourse à La Défense. Jeudi dernier, nous avons reçu Mathieu, trader forex et gérant chez Satellis depuis 2006, pour revenir sur son parcours. Vendredi, lors de la session, il sera question de trading concret, applicatif, et aujourd'hui, nous avions un call avec Mathieu pour préparé. Donc Mathieu m'a présenté les slides et il m'a également montré le logiciel de backtest qu'il utilise pour estimer la viabilité, l'efficacité et la cohérence d'une stratégie lorsqu'il l'imagine, sachant que pour le passage à l'acte, pour les prises de position, tout est automatisé de son côté. J'ai trouvé ce call particulièrement intéressant et nous avons décidé de vous le partager comme un teaser. Rendez-vous vendredi et rejoignez-nous. Donc là, un petit outil, effectivement un outil que j'utilise, le Strategy Builder, qui nous permet de faire des backtests en quelques clics, ce qui nous prenait beaucoup plus de temps avant. Donc ici, j'ai simplement choisi un petit peu de stratégie long sur l'euro-dollar en 1 heure, de data que j'ai moi-même placé dans le logiciel. Donc ici, j'ai ma période, je sélectionne un profil target qui correspond à 5 fois la volatilité moyenne d'une bougie. Stop loss pareil, trading stop qui à la moitié de ça. Et ensuite, on va avoir notre période ici out of central, c'est-à-dire le non vu par rapport au vu. Donc, je lui demande que sur 50% des data, il va optimiser les paramètres et sur les 50% restants, on va regarder si les paramètres fonctionnent toujours aussi bien. Ça, c'est clé, on en parlera bien sûr vendredi. Donc, on va faire un truc tout simple, juste pour montrer. Je vais prendre par exemple un RSI ici. Je vais prendre celui-là. Donc un RSI, on prend RSI 4, etc. jusqu'à 15 avec, on va dire que s'il est en dessous d'un tel niveau entre 10 et 40, il va tester tous les niveaux et on va rentrer long et on va ajouter à ça, vraiment pour que ce soit très simple, une simple moving average, donc moyenne mobile simple, où je vais lui demander ici ce que j'ai coché que une moyenne de 10 à 50, on va toutes les tester. Une moyenne de 20 à 200, on va toutes les tester. Et quand la moyenne la plus rapide, la plus courte passe au-dessus de la plus longue, on rentre long aussi. Donc, on va à la fois avoir ce RSI qui nous fait rentrer sur un pullback, mais toujours dans une tendance qui est haussière. Et on va voir ce que ça donne. On clique sur ce bouton-là ici, Continuous Simulation. Une autre fenêtre va ouvrir. Et donc ici, on a une autre fenêtre qui s'ouvre et qui nous sort tout un tas de paramétrages par rapport à ce qu'on lui a demandé. Alors, encore une fois, on a été très simple. Hein. Là, on était sur du RSI, du Moving Average, mais on peut utiliser tous les indicateurs techniques et même des indicateurs qu'on va nous-mêmes créer et qu'on va importer dans le logiciel. On peut également importer des data externes comme les indicateurs sentiments, les options, les données des options ou par exemple le VIX ou d'autres choses comme ça. Donc là, je vais laisser tourner un petit peu, on pourra couper parce que pour essayer d'avoir quelque chose des courbes assez sympas. Donc on a ce petit bouton ici qui nous permet d'avoir un aperçu de chaque backtest. Ici, moi j'ai demandé au backtest de sortir par PNL, mais on peut sélectionner tout un tas d'autres choses en fonction de son profil que ça donne. Donc le mieux c'est de mettre pause pour pouvoir se balader tranquillement parce que le fait d'avoir cette recherche permanente, ça prend beaucoup de ressources. Et là, je ne suis pas sur une machine de calcul. Donc ici, on voit un petit peu les backtests qui sortent. Donc là, on est sur le vu. Donc ensuite, il faut mettre All pour aller sur le non vu derrière. Et donc là, on voit qu'effectivement, comme ça ne va pas tourner très longtemps, la plupart des belles courbes s'écroulent derrière. On peut aussi classer, par exemple, par Sharpe Ratio. Je sais que beaucoup d'investisseurs aiment bien les Sharpe Ratio. Donc, ici, par exemple, si on prend le meilleur Sharpe Ratio, on arrive à cette courbe qui n'est pas trop mal. Et donc, si on s'arrête sur celle-là, donc encore une fois, j'ai fait tourner que quelques minutes. Si on fait tourner pendant 24 heures, par exemple, on va avoir des courbes beaucoup plus belles, puisque en fait, c'est un algorithme génétique qui fonctionne avec des embranchements et qui va toujours sélectionner les meilleurs et les meilleurs. Et donc, on va prendre la meilleure qu'on a eue en quelques minutes, celle-ci, qui en fait maintenant doit encore passer à la moulinette des stress tests. Donc on a par exemple l'analyse Monte Carlo qui est assez connue des hedge funds, où là en fait ça nous indique les mêmes trades mais dans un ordre différent. Donc on voit que toutes les courbes c'est à chaque fois les mêmes trades mais dans un ordre différent.
Et donc tout ça, en fait, c'est fait pour savoir si le drawdown qu'on a ici, il est crédible ou si il est super optimisé et qu'au final, si les trades avaient été dans un ordre différent, on aura un drawdown beaucoup plus élevé. Et donc on peut voir ici que le meilleur drawdown, si on remélange tous les trades à l'infini, le meilleur drawdown, ça serait 1788 $, le pire 7500 et en moyenne 3259. Et le nôtre, il est à 4268. On va dire qu'on est OK, on est un petit peu au-dessus de la moyenne, mais il est pas du tout optimisé. C'est même plutôt positif qu'il soit au-dessus de la moyenne, puisque on voit que la plupart des cas, on aura un drawdown plus faible. Donc ça, c'est plutôt positif. On a d'autres stress tests comme la variance, par exemple, où là, on va redistribuer, pareil, les data dans un autre ordre pour voir ce que ça aurait donné si, par exemple, je ne sais pas, les NFP, au lieu d'avoir été positifs, ils avaient été négatifs, etc. Qu'est-ce qui se serait passé? Donc, on voit que si tout se passe mal, globalement, on peut perdre 5000 au lieu de gagner, grosso modo, 15 000. Donc, on voit ici que ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle, puisqu'on est quand même dans la fourchette haute de ce qui aurait pu se passer. Donc tout ça, c'est des choses dans lesquelles je reviendrai plus en détail au cours de la journée de vendredi, parce que c'est un outil qui nous fait gagner un temps fou. Et une fois qu'on a les meilleurs, sélectionné les meilleurs coups, on les sauvegarde dans notre portfolio, donc portefeuille de stratégie, où on garde un petit peu ce qu'on estime de meilleur. Et ensuite, les stratégies qu'on a envie de faire tourner sur notre plateforme, et ben, on peut simplement cliquer sur le bouton correspondant à notre plateforme ici à droite, Easy Language pour TradeStation, NT8 Ninja Trader, MT4 en Python si on veut voilà, utiliser la stratégie dans ce langage-là, et PRT pour Real Time. Donc c'est assez pratique, puisque bah, effectivement, on clique simplement sur le bouton ici et on a le code qui sort. Et on peut directement le mettre dans sa plateforme et exploiter la stratégie. Et en fait, quand on en sauvegarde plusieurs dans ce portefeuille, eh ben, on peut lisser son risque, parce qu'on va pouvoir faire tourner plusieurs stratégies en même temps. Et quand l'une d'entre elles va traverser un drawdown, peut-être que ce ne sera pas le cas d'une autre. Donc c'est un outil qui est vraiment fantastique pour faire du backtest en réalité, à partir du moment où on sait bien l'utiliser, où on maîtrise un petit peu ses fonctionnalités. Excellent. Donc ça, c'est un outil de backtest que tu utilises quand tu réfléchis à des stratégies pour voir ce que ça donnerait dans un environnement théorique le plus proche possible du réel. Est-ce que c'est comme ça que tu Ouais, voilà. l'utilises? En fait, on regarde sur les cours du passé. Comme je le disais, on essaie d'avoir toujours une partie de non-vue pour être sûr que les paramètres ne soient pas optimisés sur ce qui s'est passé. Parce que tout le monde est capable de construire une stratégie à partir d'un graphique qu'on connaît déjà. Mais savoir si elle fonctionne sur la partie qu'on connaît, mais qu'après, sur une partie qu'on ne connaît pas, elle continue à fonctionner. C'est là qu'on peut commencer à valider cette stratégie. Et ensuite, avec les stress tests comme Monte Carlo, variance, etc., on peut voir si on a eu de la chance, en fait, ou si on remélange tout, ça reste quand même robuste. Et donc ça nous permet d'avoir des stratégies qui, encore une fois, c'est jamais à 100%, parce qu'on pourra très bien avoir quelque chose qui est extrêmement robuste, et puis demain, il se passe quelque chose et ça n'avait pas été pris en compte. Mais globalement, en faisant toutes ces étapes-là, on s'enlève 99% des problèmes, et donc on se retrouve avec des stratégies qui ont une forte probabilité d'être robustes à l'avenir. Ça, du coup, c'est un logiciel payant, c'est ça? C'est quelque Ouais, chose donc de... stratégie builder dont j'ai obtenu la licence, mais la licence, elle est payée une fois pour toutes. Il n'y a pas de système d'abonnement ou quoi que ce soit. Et après, tu fais ce que tu veux à l'intérieur, puisque tu peux toi-même coder en Python à l'intérieur pour construire tes propres indicateurs. Tu peux aller chercher tes datas. Il y a des datas par défaut qui sont fournies par le logiciel, mais si tu veux tes propres datas de ton broker, tu peux les importer dans le logiciel. Et, euh, et tu peux importer aussi des datas, comme je le disais, sur, par exemple, si la volatilité implicite des options t'intéresse, si les, euh, les indicateurs sentiments t'intéressent, etc., tu peux importer ces datas dans le logiciel. On voit aussi ici qu'on peut, par exemple, créer des stratégies à partir d'un market 2, market 3, c'est-à-dire que là, j'ai mis l'euro USD pour tester la stratégie, mais si je veux que l'euro USD réagisse par rapport à ce que fait, par exemple, le dollar index, je peux mettre en market 2 le dollar index, et mon symbole en market 1, en fait, qui est l'euro USD, va observer le dollar index pour prendre position sur l'euro dollar. C'est un exemple tout bête, mais bon, voilà, on peut rajouter market 2, market 3, des datas en plus.
euh, pour aller chercher des points d'entrée et de sortie sur ces datas. Et là, j'ai pris des exemples tout simples de sortie qui sont profit target, stop loss, mais on peut bien sûr construire des stratégies de sortie beaucoup plus complexes. Et chaque indicateur ici technique, donc on voit qu'on peut utiliser tous les indicateurs techniques célèbres, et puis on peut créer les siens, etc. Et on peut les utiliser pour son entrée, ici, entry, mais aussi pour l'exit. Donc, on peut tout à fait sortir sur un marché suracheté, sur un croisement de moyenne mobile, sur ce qu'on veut. On voit ici que le logiciel lui-même va chercher des data extérieures aussi, hein, economic data, holidays, news, euh, les données du VIX, même on peut se baser sur les taux Treasury Yields, donc c'est les taux US, les datas des options, etc. Donc voilà, il y a beaucoup à faire. Personnellement, j'ai mis plus d'un an à l'appréhender, mais ça permet de faire beaucoup de choses et d'avoir confiance dans les stratégies qu'on met en production. Ouais, c'est vrai qu'une chose dont on a peu parlé lors du live, c'est que toi, tout ce que tu trades, c'est via des stratégies automatiques maintenant. Tout est automatisé, il n'y a pas de passage d'ordre discrétionnaire, c'est exact? Oui, j'ai toujours la possibilité de le faire, mais je le fais quasiment jamais parce que je trouve ça plus confortable effectivement d'avoir des stratégies qui vont acheter, vendre de manière automatisée. Donc moi, mon travail, ça va plutôt être d'aller dans le code et de voir si une stratégie fonctionne mal, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer dans le code ou est-ce que la stratégie est complètement ajoutée à la poubelle. Et donc j'aime bien en fait aussi changer les pondérations dans mon portefeuille de stratégie en fonction du thème du marché, du type de marché. Si on est dans un marché extrêmement volatile, on va plutôt aller essayer de chercher des tendances. Et si on est dans un marché plus calme, ce sera plutôt du range, etc. Et donc j'aime bien toujours intervenir, mais humainement, mais pas en cliquant buy ou sell, comme on pourrait penser, mais plutôt en intervenant sur quelle stratégie je vais mettre en place. En revanche, une fois que le trade est ouvert et que la stratégie est en place, je la laisse gérer son trade. Parfait. Alors juste quelques questions par rapport à des termes que tu as utilisés, notamment in the sample et out of the sample. Tu vas me dire si j'ai une bonne compréhension ou pas. Donc in the sample, c'est basé sur des données historiques déjà établies en fait. C'est-à-dire que le backtest va se faire sur ce qui s'est déjà passé sur l'eurodoll. Et out of the sample, il va simuler des variations probables par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Est-ce que c'est ça la définition? Ouais, presque. Alors là, en fait, en l'occurrence, dans le logiciel, quand je lui dis out of sample percent 50%, ça veut dire que sur ma plage de données que j'ai prise de 2015 à 2024, grosso modo une dizaine d'années, il va prendre, admettons qu'on soit au 1er janvier 2025, donc 10 ans, il va prendre les 5 premières années pour tester tous les paramètres, et après, il va plus toucher les paramètres, et il va faire tourner la stratégie sur les 5 années suivantes. Les datas, on les connaît, mais le logiciel, quand il fait ses calculs, ne les connaît pas. Et après ça, on peut le modifier dans les settings, je pense. On peut lui dire, par exemple, out of sample, est-ce qu'on prend le beginning ou le end? Donc ça veut dire que si je mets beginning, ça veut dire qu'il va tester sur la période 2020-2025 les paramètres, il va les optimiser. Et après, il va aller voir sur la période 2015-2020 si ça aurait fonctionné. Et si on met à l'inverse, donc ça c'était beginning, si à l'inverse on met end, ça veut dire ça veut dire que la période. Alors, je me suis emmêlé là. Donc, beginning, ça veut dire que le non-vu va être au début de la période, et end, ça veut dire que le non-vu va être à la fin de la période. Donc, selon ce qu'on choisit, bon, ça ne change pas grand-chose, hein, ce sont ses affinités. Euh, donc, voilà. Et ensuite, tu as encore des outils derrière. Donc, ça, c'est les stress tests dont je parlais, la variance, etc. Où là, il va encore remélanger des datas pour créer des nouvelles datas à partir des datas qu'on connaît. Donc, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Et c'est pour ça que, en fait, c'est dur de sortir des stratégies robustes. Voilà. Parfois, je passe des heures et des heures dessus, je trouve rien. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que tout ce que j'aurais pu trouver si j'avais pas insisté sur ces stress tests n'aurait peut-être jamais fonctionné au final en live. Ok. Et ouais, la dernière question, c'était par rapport à ces stress tests. Monte Carlo, ça va simuler un très grand nombre de fois ce qui pourrait se passer. Et donc, avec la loi des grands nombres, ben, on va avoir une idée précise de la moyenne et de ce qui devrait se passer, des scénarios extrêmes. L'autre variance, qu'est-ce que ça implique? Voilà, si tu veux nous en parler à la fois de Monte Carlo et du système de stress test par variance.
Alors Monte Carlo, l'idée c'est que ça prend les mêmes trades, mais ça les remélange dans un ordre différent. Ça, c'est pour voir si le drawdown, si tu as un drawdown très faible, parfois ça peut être parce que tu as eu de la chance, parce qu'en fait, à chaque fois que tu as un trade perdant, tu as un trade gagnant tout de suite après. Mais qu'est-ce qui se passerait si tous les trades perdants avaient été à la suite? Donc c'est ça, c'est remettre dans un ordre différent tous les trades. C'est pour ça que, voilà, je n'ai plus la fenêtre, mais si en fait on voit que toutes les cours Monte Carlo, elles reviennent au même point, parce que c'est tous les mêmes trades, mais dans un ordre différent. Après, la variance, c'est différent, c'est si les scénarios sur le marché avaient été différents. Parce que si par exemple, à un moment donné, on est rentré long parce que le marché a explosé à la hausse, est-ce que si le marché avait explosé à la baisse, on rentrait long aussi? Et donc on aurait perdu au lieu de gagner, ou est-ce qu'en fait on rentrait pas parce que notre stratégie ne rentre pas à ce moment-là. Et donc ça nous permet de voir dans différents scénarios de marché, est-ce que la stratégie était robuste ou est-ce que si la news ou si la Fed avait dit autre chose, est-ce qu'on se serait fait complètement prendre à revers? Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a juste eu de la chance. Donc c'est deux outils de stress test, mais il y en a aussi plein d'autres dans le logiciel. Donc c'est important de regarder un petit peu tout pour voir si, en fait, à l'arrivée, on doit attribuer notre résultat à la chance ou, ou à, ou à quelque chose de robuste, quoi, en fait. Parce que je parlerai aussi d'un article que j'avais écrit qui s'appelle Un bon trade et un trade gagnant est-il toujours un bon trade? En fait, souvent, on a du mal à comprendre quand on gagne de l'argent sur le marché, c'est forcément qu'on a fait un bon trade. Mais parfois, non. Si je te donne un exemple très simple, si on joue à pile ou face tous les deux et que je te dis pile, je te paye 100 euros et face, tu me payes 50 euros, on va jouer, peut-être ça va être face et tu vas perdre 50 euros et tu vas me les donner. Pourtant, est-ce que j'ai fait un bon trade? Non, parce qu'en fait, comme on avait une chance sur deux, j'avais plus de chances de perdre de l'argent que toi, puisque si on le fait sur, comme tu dis, la loi des grands nombres, bah, une fois sur deux, en moyenne, je vais perdre 100 euros et une fois sur deux, je vais gagner 50 euros. Donc, ma méthode est perdante. Pourtant, sur un coup, peut-être j'ai gagné. Donc, c'est pour ça que les stress tests, ils servent à savoir si on a eu de la chance sur un nombre minimum de coups, surtout si on n'a pas beaucoup de trades dans l'historique, c'est hyper important, ou si c'est vraiment robuste parce que la méthode est robuste. Parfait. Ça donne un avant-goût de ce qu'on va voir vendredi en pratique, puisqu'on va rentrer dans le détail de tes stratégies. Tout à l'heure, on a fait un appel. Tu me disais avoir déjà préparé une bonne partie des slides que tu vas présenter. Peut-être un mot pour nos auditeurs. Alors, on en a pas mal qui nous ont joints et qui se sont inscrits depuis notre live, qui a été très apprécié. Et ouais, où tu en es là dans la préparation de Ouais, ce l'idée, ça va training? être je vais reprendre quelques éléments que j'avais déjà évoqués dans des webinaires publics, comment bien choisir son broker, les modèles d'exécution, etc., les outils que j'utilise, mais après, j'irai un petit peu plus en profondeur euh, par rapport aux gens qui ont investi de l'argent sur cette journée. Et donc, en plus, comme je l'ai dit, je vais me retirer du trading. Là, ces semaines-là, j'en termine. Donc, ça ne pose aucun problème de partager effectivement plus en profondeur mes méthodes, comment j'utilise ces outils-là, les choses que j'ai mises en place, et donc rentrer dans le vif du sujet avec les indicateurs que j'utilise, etc. Parler de ce stratégie builder et comment je l'utilise. Et puis après, je donnerai aussi quelques prévisions pour la fin de l'année 2024 et pour 2025 par rapport à ce que j'anticipe sur le marché. Parfait. D'autant que on va avoir la participation de deux représentants du CME, donc un ami à toi de longue date et du coup un économiste aussi. Donc ce sera deux pointures, enfin en tout cas deux personnes très intéressantes à tes côtés. C'est un petit bonus qui a été validé. Surtout en amont des élections américaines, c'est intéressant d'avoir un point macroéconomique d'un économiste parce que c'est, il a une vision beaucoup plus purement macroéconomique de ce qui se passe. Donc, il va pouvoir nous parler de la politique de la Fed et des élections et de en quoi aussi le résultat des élections peut avoir un impact sur la politique de la Fed et sur le marché, donc sur le dollar, donc forcément sur tout le marché d'échange en général. Toi, ça a toujours été quelque chose que tu intégré, donc tu as un volet automatisation pour l'exécution des trades et la mise en place de stratégies, mais toujours un œil sur le fondamental, le macroéconomique et le monde réel, quoi, Ouais, le c'est important de politique. savoir dans quel thème on évolue en fait, parce que si bah, même si tu utilises des algorithmes, il faut savoir que
à un moment donné, si la Fed va s'exprimer mercredi et qu'il y a un risque qu'elle baisse les taux, que ton algorithme, peut-être, il va pas être stable. Tel ou tel algorithme dans ton portefeuille d'algorithme va pas être stable à ce moment-là, donc on ne peut pas le mettre en place à ce moment-là. Que c'est c'est pas des interventions que tu fais forcément manuellement, mais dans le code, tu vas intégrer le fait que entre telle heure et telle heure, tu vas pas autoriser de trade dans cet algorithme-là, et cetera. Donc oui, comprendre ce qui se passe et à quel moment le marché peut être volatile et à quel moment il va y avoir des grosses annonces et l'impact que ça peut avoir sur un marché, c'est clé en trading algorithmique aussi. Merci. À vendredi, Mathieu. Salut, à vendredi, À ciao. vendredi 14h. Bye.